J'ai le grand plaisir d'accueillir Tariq Chakchak. Bonjour. Le plaisir est pour moi. Alors vous êtes directeur du pôle biomimétisme de l'Institut des futurs souhaitables. L'exercice qu'on va vivre ensemble est un exercice tout à fait particulier. Je vous propose une sorte de carte blanche. Ça veut dire que moi je ne sais pas vraiment ce que vous allez dire, et c'est tant mieux. Pendant 6-7 minutes, on va, je pense, essayer de comprendre avec vous ce que vous appelez l'économie régénérative. Vous allez être seul à parler, on ne vous interrompt pas. Et peut-être que dans 7 minutes, je me manifesterai juste. Et puis, avec vous, derrière votre écran, avec vos questions, bien sûr, je les reçois ici, avec vos tweets sur le hashtag La France en transition. Manifestez-vous, témoignez, commentez, partagez. On interagira avec notre invité Tariq Chakchak. Donc, c'est la carte blanche. Il est 18h04, 40 secondes. C'est parti, Tariq, à vous. Bien, merci de me donner cette opportunité de m'adresser à vous. Alors, je ne suis pas du tout le seul à porter cette idée qu'il faut aller plus loin à présent que le développement durable, même si, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Si je caricaturais un petit peu, et je sais que je caricature, jusqu'à maintenant, le développement durable, la question clé sous-jacente, c'était comment arrêter de faire du mal, finalement. Comment arrêter de polluer, comment recycler les choses que l'on mettait dans l'environnement en les ayant conçues sans trop penser à ce qu'elles pouvaient bien devenir une fois qu'on les utilisait plus. C'est quand même hallucinant quand on y pense. Et il ne s'agit pas de pointer le doigt en disant, voilà, regardez comment ils ont été méchants. C'est une aventure commune. Les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe, mais maintenant on sait et maintenant il faut qu'on réagisse. Il y a plusieurs choses qui nous laissent penser que le développement durable a besoin d'être dépassé en parlant de régénération et pas simplement d'arrêter de faire du mal. Déjà, par rapport à l'urgence des enjeux, le fait, et les ODD le montrent, les objectifs de développement durable, qu'on n'est pas dans une vision silotée des choses qui va marcher là. Il faut vraiment qu'on ait une approche systémique et on continue à avoir un petit peu des réflexes, parfois même, je trouve un peu dans les ODD, de vision en silo. Alors voilà, réduction de la pauvreté, effectivement s'occuper de la protection des milieux naturels, etc. Alors qu'on voit bien que tout ça fait système. Alors je caricature là aussi parce que dans les ODD aussi, on se rend bien compte qu'il y a des synergies entre objectifs et qu'il faut bien essayer justement de les repérer. Le concept de l'économie régénérative, c'est aussi très influencé, en tout cas dans la façon dont je le porte, et je suis loin d'être le seul encore une fois, c'est très influencé par ce que j'ai pu en comprendre dans ma carrière des systèmes vivants. J'ai la chance d'avoir été biologiste, de l'être toujours d'ailleurs naturaliste, d'avoir travaillé pendant plusieurs années pour Cousteau à travers plusieurs environnements, chef d'expédition polaire aussi, sur des navires aussi bien dans l'Arctique qu'en Antarctique. J'ai pu observer des tas de systèmes vivants fonctionner, des systèmes en crise également, comment ils réagissaient aux crises, comment ils étaient capables de rebondir aux crises. Et je me suis rendu compte finalement qu'on pouvait aussi tirer des leçons de 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs, c'est l'âge de l'existence de la vie sur Terre, au service d'une intention de régénération. Et qu'est-ce qu'on voit quand on analyse les systèmes vivants? On voit que l'économie du vivant est fixatrice du carbone, bien plus qu'émettrice, beaucoup plus fixatrice à travers la biomasse, mais aussi quand vous voyez les falaises d'Étretat, par exemple, c'est du calcaire, la biominéralisation, des gigas et des gigatonnes de calcaire qui ont été extraits de l'atmosphère primordiale de la Terre par le vivant. C'est la même chose pour le bois, c'est la même chose pour votre corps qui est globalement fixateur de carbone. Et donc nous sommes une économie où on se demande encore comment on va moins émettre. Donc il pourrait être intéressant, et il y a déjà des acteurs qui le font, de se dire où est-ce que je peux fixer du carbone directement. Il y a par exemple des projets comme celui qui s'appelle CO2 Solstock, où on essaye d'explorer comment le vivant fait pour faire de la biominéralisation, des ciments, en fait, fixateurs de carbone, plutôt que consommateurs de carbone, mais également indirectement à travers de la reforestation, et si possible, de la monoculture d'arbres. Et il y a des tas d'autres possibilités, en fait, de fixer du carbone à travers une agriculture qui est dynamique et vivante. Dans les sols, par exemple, dans la biodiversité qui revient, on fixe aussi du carbone. Également, essayer de repérer les milieux que l'on doit préserver, qui ne sont pas encore trop dégradés, mais aussi peut-être concentrer notre envie de créer de la valeur dans des milieux qui ont été fragilisés, atteints, déstabilisés, et finalement se donner du sens encore plus grand dans notre mission que l'on se donne pour cette prochaine décennie, c'est-à-dire soigner, prendre soin à 3 niveaux. Prendre soin au niveau des individus, garder un petit peu aussi ce que peut-être la Révolution française a ramené, où on a aussi finalement les libertés individuelles ont pu un petit peu devenir importantes dans l'inconscient collectif, en tout cas dans pas mal de zones du monde. Donc on garde le meilleur de ça, mais peut-être revenir aussi au collectif un peu plus. Prendre soin de sa société,
quoi que l'on mette derrière ce mot de société, ça peut être son quartier ou son immeuble ou sa démocratie locale, régionale, nationale, prendre soin de sa société et prendre soin des écosystèmes naturels qui nous rendent de fiefs services, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc il ne s'agit pas simplement de protéger les oiseaux parce qu'on les aime ou les abeilles parce qu'elles sont source de poésie, c'est aussi une raison très importante, mais parce qu'aussi on est en interrelation, interdépendance. Et le mot dépendance est un petit peu parfois peut-être manque de poésie, j'aime bien moi plutôt la relation. Et en fait, c'est indéniable à travers les services d'approvisionnement que nous fournissent les écosystèmes, tout le bois, toutes les denrées alimentaires que l'on prélève, mais aussi les substances médicinales, par exemple, les services de régulation, on a parlé du carbone, mais une forêt qui pousse sur un bassin versant va aussi éviter les précipitations, que les précipitations violentes aient des impacts négatifs en fond de vallée, par exemple. Services culturels, esthétiques, le fait que vous ayez envie de vous promener avec votre famille dans un endroit où un peuple sacré, un peuple qui considère un site comme sacré. Et tout ça, en fait, c'est aussi permis grâce à ce qu'on appelle les services de soutien, l'oxygène que vous respirez et qui est produit par les plantes, par exemple, et les algues. Alors l'idée, voilà, c'est de se dire qu'on peut faire comme le vivant dans l'économie régénératrice, réparer effectivement les endroits qui ont été dégradés, et puis aussi miser sur la diversité, parce que quand vous prenez l'exemple d'un récif de corail, par exemple, qui est dans un milieu extrêmement transparent, donc qui est pauvre au départ, quelle création de valeur grâce à quoi? Au jeu de la diversité, des interdépendances et des relations entre espèces. Donc il y a une promesse de création de valeur qui est en partie découplée de la consommation excessive de matière et d'énergie, grâce au jeu de la diversité et au partage de valeur et au fait que le déchet de l'un devient la ressource de l'autre. Dans le vivant, l'eau est le solvant universel. Et il y a beaucoup de gens de l'économie, de la chimie par exemple, qui sont bien sûr depuis plusieurs décennies déjà en train de parler de chimie verte, chimie blanche, essayer d'éviter les solvants toxiques, avoir une parcimonie en atomes, utiliser plutôt des atomes qui ont été testés par le vivant plutôt que ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev, la diversité des possibles, et on se rend compte qu'après on a mis des neurotoxiques ou des choses qui ne peuvent pas facilement se décomposer dans l'environnement. L'eau comme solvant universel, miser sur ce qui est abondant plutôt que ce qui est rare. Ça aussi c'est intéressant. La logique, c'est du bon sens, c'est pas du dogmatisme. Qu'est-ce que l'on peut faire pour créer de la valeur à partir de quelque chose qui est abondant? Sinon c'est un cul-de-sac annoncé. Et regardez, la plupart de nos économies privilégie la rareté, en fait. Ce qui est rare a de la valeur. Dans le vivant, les atomes les plus abondants sont les plus présents. Carbone, oxygène, azote, phosphore, soufre, hydrogène. Et puis, il y a aussi, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, tout déchet est une ressource pour quelqu'un d'autre. À une exception près, le carbone, qui a été extrait du flux pour être enfermé dans le stock. On peut aussi réfléchir à l'économie régénératrice en se disant comment remplir finalement les besoins humains fondamentaux d'une autre façon. Déjà, en redonnant du sens à ce que l'on fait. Vous avez certainement exploré pendant cette journée la notion d'entreprise à mission. Nous sommes une espèce, un singe tout à fait particulier, qui peut collaborer grâce à la culture à des millions d'individus, potentiellement. Et pour ça, il faut créer du sens. Il faut créer une histoire qui donne envie d'avenir. Il faut aussi qu'on nous dise les mauvaises nouvelles, et on en entend beaucoup de nos jours, parce que ça nous permet un petit peu de nous rendre compte de la force des enjeux et de l'appel, finalement, à changer. Mais en même temps, c'est pas ça qui va nous nourrir en termes d'énergie de changement. Comme le disait Spinoza, la puissance d'agir vient de la joie. Et le fait de prendre soin, de régénérer, alors on éveille en nous la puissance d'agir. Et ça, faut vraiment pas le négliger. Une espèce comme la nôtre a besoin de sens. A besoin aussi de reconstruire de la confiance, de l'envie de faire ensemble. Confiance envers les institutions, confiance envers nos représentants politiques, confiance envers le fait également que on puisse répondre à nos besoins tous ensemble sans que certains soient laissés sur le bord de la route. Nos besoins sont lesquels? De santé, bien sûr, et l'époque nous montre à quel point c'est un enjeu crucial. La capacité aussi d'influencer, d'avoir sa voix audible, et la capacité aussi de monter en compétence, la capacité de s'améliorer. Ce sont des choses importantes pour les humains. Et puis la justice, l'impartialité. Tout ça fait finalement un petit peu partie de l'économie régénérative, humaniste, et resynchronisé avec les grands flux du vivant. Merci Tariq. On aurait pu vous écouter pendant des dizaines de minutes, mais l'exercice était contraint, était court. Bravo, vous avez totalement respecté les règles de cet exercice. Alors, vous avez été nombreux à envoyer des questions. J'en ai aussi. On fait quoi? Je vais commencer par les vôtres du coup. Alors, une question de Samantha pour vous Tariq. Est-ce que la crise a permis de mettre en pratique l'économie
génératrice? En fait, c'est en pratique, c'est en train d'être incarné. Ce sont ce qu'on appelle les signaux faibles. L'Institut des futurs souhaitables essaye de repérer en fait ces signaux qui essayent de nous montrer ces arbres qui essayent de pousser dans le fracas des arbres qui tombent. Et en fait, c'est pas nouveau. Hein. Je prenais un exemple récemment, même en Afrique, Songhai, 1985, un prêtre qui s'appelle Godfrey Nozanzo, qui crée en fait un système permacole finalement, hein, près d'une ville au Bénin, Porto Novo, en essayant de refermer les flux finalement, de prendre les déchets de l'agriculture pour nourrir du bétail, pour également faire de l'aquaculture, mais également créer des zones de formation, créer du sens. Et c'est en train de se multiplier, et là il vise une quinzaine de pays. En France, vous avez découvert tout à l'heure avec la petite vidéo, bien sûr des zones où on expérimente ce genre de choses. Et là c'est vraiment intéressant parce que l'agriculture effectivement est un bel exemple de ce qu'on appelle des réponses synergiques. Je réponds à un besoin humain fondamental qui est le besoin de s'alimenter, et sainement si possible, et en même temps, je réponds à plein d'autres besoins. Il y a le projet, par exemple, BioVallée dans la Drôme à l'échelle des territoires. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça a commencé dans les années, à la fin des années 90 par l'idée qu'il fallait rénover la rivière Drôme, qui était vraiment l'axe central finalement de ce territoire et qui était non seulement polluée, elle servait quasiment de décharge publique dans certains cas, dans les années 80, mais également avec plein d'ouvrages finalement qui cassaient un petit peu son flux naturel. Un gros projet avec beaucoup de fédérations de tous les acteurs, basé également sur la rénovation des sols pour l'agriculture. C'est devenu une des principales zones en Europe en termes de densité pour l'agriculture biologique. Et ils ont créé en fait ce label BioVallée. Et maintenant, on est en train d'explorer avec eux, entre autres l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes et le CEREMA, comment les principes du vivant que je viens de vous évoquer assez brièvement pourraient aider peut-être à l'étape suivante, d'une rénovation plus large encore que ce qui a été l'eau, qui est pourtant essentielle. Hein. Je ne dis pas du tout que c'était négatif. Au contraire, c'était vraiment déjà merveilleux de commencer par ça. Mais là, peut-être qu'il y a une ambition d'aller encore plus largement. Et pour la petite anecdote, ils ont gagné même un prix international de rénovation des rivières qui a été gagné en Australie suite à la rénovation. Donc il y a plein d'exemples en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui dépend de la crise actuelle. Simplement, il est temps de passer à l'échelle, il est temps de fortifier ces signaux et de montrer ceux qui le font et qui n'attendent pas qu'on leur dise que c'est possible. L'impossible n'est que temporaire et il est temps de prendre nos rêves au sérieux et d'en faire une stratégie. Une autre question, une question de Charlotte. Est-ce que l'espèce humaine a la même place que les autres espèces dans l'économie? Alors elle met l'économie dégénérative, peut-être que ça a un sens aussi. Alors l'économie dégénérative, effectivement, c'est créer la valeur pour certains en détruisant beaucoup de valeurs pour d'autres, y compris pour des espèces non humaines. Tout en se rendant pas compte qu'on était tous dans le même bateau, le magnifique navire céleste qui s'appelle la Terre, la planète Terre, et que c'était complètement stupide de faire cela. Ceci dit, ça ne date pas de cette époque. Hein. C'est vieux comme l'humanité. Il y a toujours eu des sages et des gens qui ont été dans l'excès. Les empires, les grandes guerres, même de l'Antiquité. On a vu dans certaines zones que quand l'humain était arrivé, ça s'est traduit parfois par des disparitions d'espèces, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a aussi des cultures qu'on appelle de peuples autochtones qui ont su en fait garder ce sentiment d'interrelation. Ce sentiment qu'on finalement on est peut-être une espèce qui a la capacité de réfléchir notre place dans le monde, mais que d'autres espèces aussi, comme le disait Darwin lui-même, ont peut-être cette capacité de l'intelligence. En tout cas, on est en train de le prouver maintenant par pas mal d'études en éthologie, entre autres, la science du comportement. Donc, quand on a cette capacité à se reconnaître dans un miroir, donc à avoir finalement une image de soi, eh bien, il y a le revers de la médaille. C'est qu'on peut développer, on n'est pas en prise directe avec ce qui se passe dans l'environnement, et les espèces qui sont en prise directe s'adaptent. Ça peut prendre quelques générations, mais elles s'adaptent à ce que l'environnement leur envoie comme signal. Mais nous, espèces à dimension culturelle, eh bien, on crée des concepts comme la croissance, basée sur les substances extraites de la croûte terrestre, basée sur des produits chimiques qui restent en circulation dans le vivant, basée sur la destruction physique des écosystèmes, basée sur le fait qu'on va créer peut-être des obstacles à certains humains pour remplir leurs besoins humains fondamentaux. Mais néanmoins, on a l'impression qu'on a gagné à ce jeu-là, un jeu purement conceptuel. L'invitation du biomimétisme, c'est de se servir d'une sagesse immanente, quelque part, d'espèces qui n'ont pas forcément toute cette capacité-là, mais qui nous montre finalement ce que le système renvoie comme recette qui a bien fonctionné depuis 3,8 milliards d'années. Alors, moi, je vais citer un ami de l'Institut qui s'appelle Patrick Vivray. Dans l'histoire de la vie sur Terre, il y a eu l'apparition de l'oxygène avec la photosynthèse. Pour les espèces qui n'étaient pas là, ça a été une catastrophe, qui ne vivaient pas avec de l'oxygène, c'était une catastrophe. Parce que cet oxygène
provoqué de l'oxydation, ce qu'on appelait la grande crise de l'oxydation. Puis ça a été une formidable opportunité pour les espèces suivantes qui ont utilisé l'oxygène comme ressource. Patrick dit peut-être que l'apparition de la conscience discursive, comme chez l'humain, eh bien ça provoque une grande crise, mais qui est une stimulation pour l'étape suivante, en espérant qu'on soit les acteurs de cette étape suivante et qu'on ne soit pas une espèce qui sera balayée parce qu'on n'aura pas su évoluer et faire en sorte de se resynchroniser. Merci beaucoup Tariq, merci Tariq Shekshak d'avoir été avec nous, merci d'avoir relevé le challenge de cet exercice très particulier et eh bien on vous retrouve, j'invite nos internautes à suivre l'Institut des futurs souhaitables et puis on retrouve Tariq Shekshak, donc directeur du biomimétisme à l'IFS. Merci beaucoup.